C'est un anniversaire discret qui a eu lieu en Russie la semaine dernière, celui du centenaire de la Révolution d'octobre 1917, révolution qui donna naissance à l'Union soviétique. Et c'est une très bonne occasion pour nous de nous pencher sur la manière dont on enseigne l'histoire aux élèves dans les écoles russes. Vladimir Poutine s'appuie souvent sur des exemples historiques pour asseoir l'idée de grandeur de la Russie et justifier ses choix politiques, d'où cette question. L'histoire à l'école sert-elle l'idéologie du Kremlin ? Elena Voloshin est allée chercher la réponse dans une école de Moscou. Reportage. À Moscou, dans une école de quartier, en cette période où l'on commémore le centenaire de la Révolution de 1917, les élèves d'une classe de première sont invités par leur professeur d'histoire à réfléchir ensemble à cette période. Aujourd'hui, nous allons parler de la Révolution d'octobre et aussi de ses conséquences. Mais malgré l'apparence du débat, les élèves semblent vite ressasser des dogmes qu'ils s'approprient à titre d'opinion. À quoi la révolution a-t-elle abouti ? À faire un tas de victimes, à un régime totalitaire, à des persécutions, des répressions. Mais d'un autre côté, la révolution nous a offert l'industrialisation, la hausse de la productivité, ce qui nous a aussi permis de gagner la Seconde Guerre mondiale. Uliana ? Près de 6000 nouvelles usines ont été construites et une nouvelle politique économique a été menée. Ça a permis de gagner la Seconde Guerre mondiale, mais la révolution a aussi mené à un grand nombre de victimes. Ce sont les aspects négatifs d'un régime totalitaire. Merveilleux. Une fois le cours terminé, Merci les enfants. je reste avec le professeur pour être sûr de bien comprendre l'approche pédagogique imposée à l'école par le ministère russe de l'Éducation. Quelles sont les théories à retenir concernant la révolution, la guerre civile et la période stalinienne ? Dans les années 20, le pays se trouvait dans une situation économique très difficile. Et Staline a dit que si les pays européens et les États-Unis avaient connu une évolution sur 100 ans, nous devions faire ce chemin en 10 ans. Sinon, nous serions piétinés, détruits par les régimes ennemis. Le pays devait, en un laps de temps très court, créer une industrie puissante. Et comment était-ce possible ? Seulement en mettant en place un modèle politique de mobilisation. À cause de ce modèle, il est vrai que beaucoup de gens ont souffert. Hitler, par exemple, lui aussi, il avait redressé et industrialisé son pays, mais aujourd'hui, on ne s'en souvient plus que comme d'un dictateur sanguinaire. Je n'ai pas l'impression qu'ici, vous faites pareil avec Staline, si ? Nous n'avions pas la haine de l'autre, car nous ne tentions pas d'élever notre nation en persécutant les autres peuples. Oui, mais il se trouve que Staline, lui, massacrait son propre peuple. Alors, pas complètement. On ne peut pas dire qu'il a complètement massacré son peuple. On peut dire que Staline mettait en place un modèle politique de mobilisation. Donc l'idée, c'est que les répressions étaient justifiées par une nécessité historique, oui, ou plutôt par le contexte historique de l'époque. J'ai ma propre opinion, mais j'essaye de ne pas la dire tout haut en cours. Cette scène à l'école n'aurait pas étonné Natalia Potapova, une historienne que j'ai rencontrée à l'Université européenne de Saint-Pétersbourg et qui s'est longuement penchée sur ce contenu pédagogique. Le résultat de ses recherches est sans appel. Les cours d'histoire deviennent des cours de patriotisme et tout simplement de la propagande. Ce qui nous a frappé en scrutant les nouveaux manuels qui viennent d'arriver sur le marché, c'est un retour à l'affirmation selon laquelle les répressions étaient nécessaires. Tout ceci est amené grâce à des procédés rhétoriques complexes du type « Nous ne nions pas qu'il y a eu des répressions et les répressions c'est mal, mais c'était un mal nécessaire ». Réhabiliter Staline en le glorifiant comme le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Pour Natalia, cette idéologie porte un but bien précis. Le peuple et l'État doivent être unis. De fait, le peuple doit être obéissant. Le peuple ne doit pas décider. L'État, comme un bon parent, sait mieux ce dont le peuple a besoin. Et le plus important, c'est d'assurer le potentiel militaire d'un pays qui se trouve toujours entouré d'ennemis. Il nous faut des bases militaires partout autour de notre pays. Leonid Katzva est lui aussi professeur d'histoire. Dans les années 90, lui-même rédigeait des manuels scolaires. Mais c'était avant que l'État ne ferme le marché
Depuis 2012, seules 3 éditions de livres d'histoire sont autorisées. Cette idée est survenue au début du 3e mandat de Vladimir Poutine. Il a commencé à dire qu'il fallait un manuel unique. Vous savez, c'était évident, l'idéologie de l'État était en train de changer. On le voyait installer un monopole plus ou moins clair sur les médias. Et je m'attendais à ce que ça se produise aussi pour l'éducation à l'école. Il me semblait logique qu'il commence par l'éducation civique, l'histoire, la littérature. Et de fait, ça se produit déjà pour l'histoire et la littérature. En classe, les professeurs restent libres de s'attarder avec plus ou moins de zèle sur les dogmes idéologiques, mais ils ne peuvent pas contourner certains. Les élèves doivent désormais en faire l'exposé pour obtenir leur examen final, équivalent du baccalauréat en Russie. À Moscou, Elena Voloshin, Europe 1. Voilà, retour dans le studio d'Europe 1, mais on retrouve la douce voix d'Elena qui est en ligne avec nous depuis Moscou. Bonsoir Elena. Bonsoir Sophie. Alors on l'a entendu dans votre reportage, un véritable retour de l'idéologie à l'école coïncide avec le début du dernier mandat de Vladimir Poutine. Votre interlocuteur n'était pas étonné et finalement vous non plus. Ça vous paraît cohérent avec la politique de Poutine ? Oui, parfaitement cohérent parce qu'il faut se souvenir du contexte. En 2012, Vladimir Poutine fait face à des milliers de personnes qui manifestent dans la rue contre sa réélection. Et c'est alors qu'ont lieu les premiers procès politiques dans l'histoire moderne de la Russie. Vladimir Poutine cherche alors à consolider son pouvoir et faire revenir la Russie sur le devant de la scène internationale. Tout ceci s'accompagne évidemment d'une propagande très violente à la télévision, avec notamment la diabolisation des États-Unis. Et j'ai fait le test en ouvrant un manuel d'histoire de classe de 3e à la page des relations post-guerre froide Russie-États-Unis. Et là, banco, le discours est exactement le même que celui à la télévision. Malgré tous les efforts de la Russie, les États-Unis ont toujours mené des actions condamnables qui ont empêché de parvenir à une entente. Exemple concret de ce qu'on peut lire, les États-Unis fustigeaient notre guerre en Tchétchénie jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes attaqués le 11 septembre 2001. C'est là qu'ils ont enfin compris qu'il fallait lutter ensemble contre le terrorisme, voyez un peu. Et puis un peu plus loin, j'ai aussi lu, je cite, « L'arme nucléaire russe est capable de contenir n'importe quelle agression de qui que ce soit. » Voilà, on n'attaque pas, on se défend. C'est l'exacte rhétorique du Kremlin, soigneusement distillée à travers tous les épisodes historiques susceptibles de la véhiculer. Et les parents d'élèves, dans tout ça, ils ne disent rien ? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la société russe, cette propagande permanente, elle a déjà fait son effet. Donc, de nombreux parents, soit ne remarquent pas cette composante idéologique, soit y adhèrent, tout simplement. Et puis, la différence entre une démocratie et l'autocratie, je crois, où nous vivons en Russie, c'est qu'il n'y a aucun débat dans l'espace public, ou alors juste dans de rares médias indépendants ou des ONG. Ces fragiles exceptions, c'est d'ailleurs ce qui nous différencie cette fois de la dictature. Et c'est là, je crois, le seul point positif, finalement. J'aime votre capacité à positiver, Elena. J'essaie. En tout cas, ça a le mérite d'être très clair. Merci beaucoup pour cette enquête et ce décryptage sur tout ce que sous-tend un manuel scolaire. À très bientôt, Elena. Merci, à bientôt.